Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet un peu épineux, sur lequel, à vrai dire, je n'avais pas forcément l'envie de m'exprimer depuis des années, mais il y a quand même une succession d'événements qui devient tellement maintenant manifeste et patent que je pense qu'il est du devoir d'un responsable politique d'aborder le sujet frontalement. Je veux parler de ce que nous avons vu avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris il y a quelques jours, et de ce que certains appellent le satanisme. Voilà. Donc, moi, la première fois que j'ai entendu parler de satanisme, de sataniste, bon, pour moi, c'était quelque chose un peu lunaire. Pour moi, l'idée même de m'occuper, de m'intéresser à Satan est une idée qui me paraît un peu irréelle. En fait, voilà, c'est quelque chose à laquelle je ne pense pas. Je sais cependant que, à la fin de son pontificat, Paul VI, c'est une citation de lui qui est restée célèbre. Paul VI, le pape Paul VI, avait dit que les fumées de Satan s'étaient approchées et entouraient le siège de Saint-Pierre de Rome. Bon, comme je ne suis pas porté particulièrement à ce genre de choses, j'avais mis ça de côté dans la tête. Et puis, là aussi, depuis un certain nombre d'années, on voit beaucoup de gens qui parlent du satanisme, tout ça me laissait un petit peu froid. Mais j'avoue que désormais, il y a eu toute une série d'événements depuis maintenant un certain nombre d'années. À chaque fois, je regarde ça d'une façon un petit peu perplexe, et leur accumulation maintenant devient gênante, devient lourde, et donc il me semble important d'en parler. C'est que depuis maintenant une douzaine d'années minimum, on a l'impression qu'il ne peut plus se passer la moindre cérémonie publique dans le monde occidental sans qu'il n'y ait des références, des images extrêmement gênantes ou malaisantes, comme on dit maintenant, qui mettent mal à l'aise, parce qu'on y voit des figures soit de Belzébuth, de Satan, ou du veau d'or, ou d'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qu'on voit des références lourdes au diable, à Satan, enfin. Alors moi je me suis dit mais c'est pourquoi en fait, c'est quoi le truc qu'il y a derrière. Sans remonter au calendrier, je rappelle quand même qu'en 2012, il y a 12 ans, jour pour jour à peu près, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, il y avait eu déjà des tableaux qui étaient quand même assez incroyables, avec une espèce d'immense statue, une espèce de tête de mort. Alors certains disaient que c'était Voldemort, vous savez, qui est un peu le méchant dans Harry Potter. Bon, moi personnellement, j'avais vu ça, j'avais trouvé ça bizarre, parce que je ne voyais pas très bien ce que ça venait faire. Dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques tels qu'ils ont été recréés en 1896 par le Français Pierre de Coubertin, se veulent des Jeux d'ouverture générale sur le monde, célébrer la communion des peuples qui combattent pacifiquement pour avoir des trophées. Il ne s'agit pas d'un monde mondialisé, puisqu'au contraire, c'est un monde international. Chaque pays vient avec son propre drapeau, avec son hymne national qui est joué au moment des médailles d'or. C'est vraiment quelque chose, un jeu qui n'a rien à voir avec le mondialisme. C'est même l'inverse qui est vrai. C'est au contraire pour célébrer le concert des nations, comme d'ailleurs vous savez au passage que c'est exactement la vision du monde que nous développons, le monde de demain qui doit être une espèce de concert des nations, avec chaque nation conservant son identité, sa fierté nationale, mais entrant dans une compétition extrêmement pacifique, joyeuse, sympathique, sportive, avec les autres nations du monde. Et d'ailleurs, un monde un petit peu idéal, d'où sont chassés tout ce qui peut être les marques de racisme, d'antisémitisme, de colonialisme, etc., au point que d'ailleurs, progressivement, ces jeux ont été la marque de certains événements historiques et politiques. Par exemple, je pense aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, lorsque 2 athlètes noirs américains ont levé le point en l'air, c'était le pouvoir de Black Power. En fait, ça a rappelé au monde que la discrimination raciale n'existait pas seulement en Afrique du Sud et en Rhodésie, pays d'ailleurs qui avait fini par être expulsé des Jeux Olympiques, mais ça existait aussi aux États-Unis d'Amérique en 1968. Donc normalement, ça doit être un univers extrêmement festif, que ces Jeux Olympiques, d'où doit être banni également toute attaque contre des groupes ethniques ou des groupes au regard de leur peau, de leur religion, etc. Voilà.
Alors, aux Jeux Olympiques de 2012, cérémonie d'ouverture à Londres, on voit d'un seul coup cette tête de mort gigantesque. Alors, il paraît que c'est Voldemort de Harry Potter. Ça, c'est une explication qu'on te donne, mais so what, comme diraient les Anglais. Et alors, qu'est-ce que ça vient faire dans ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce que vient faire cette espèce de figure extrêmement angoissante, terrorisante, si l'on peut dire, qui rappelle, qui peut faire penser à une espèce de célébration morbide, mortifère, qui n'est pas saine, qui n'a rien à voir avec justement ce qui est attendu de ces Jeux Olympiques, qui doivent chanter au contraire la santé mentale, la santé corporelle des peuples du monde. Et puis après 2012, il y a eu un autre événement absolument incroyable, ça a été l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard, donc en Suisse, à l'Allemagne, la France, plusieurs pays étaient conviés, des chefs d'État ou de gouvernement. Mme Merkel s'était rendue à cette inauguration. Et alors, à la stupéfaction générale, on a vu des scènes que vous allez voir, des scènes où l'on avait une espèce de bouc symbolisant soit Baal, soit Belzébuth, enfin le diable, enfin une fine des figures du démon, avec des danses, une chorégraphie extraordinairement perturbante. On avait l'impression, en effet, d'un rituel satanique. Ça a d'ailleurs été perçu comme tel. Regardez. Est-ce qu'on peut avoir une explication de la signification que ça avait? Les médias en ont parlé un petit peu, après ça a été vite glissé sous le tapis. Moi j'aurais aimé que quelqu'un nous expliquât, que voilà, c'était ça le sens. Mais on est prié de ne jamais demander d'explication sur le sens. Et puis, sont arrivés les Jeux du Commonwealth, donc qui concernent le Royaume-Uni, en 2022. Et la rebelote, à la stupéfaction. Alors les Français connaissent pas très bien les Jeux du Commonwealth. C'est un petit peu l'équivalent de Jeux Olympiques qui seraient réservés aux pays issus de la colonisation britannique qui se retrouvent maintenant dans le Commonwealth. D'ailleurs, j'avais proposé moi-même dans un programme, je me rappelle, que ce serait bien que la France fasse un peu pareil, qu'il y ait une espèce des Jeux des pays d'Afrique francophone qui prendraient les allures de Jeux Olympiques et qui permettraient de souder mieux ensemble les pays de la francophonie. En attendant, lors de ces Jeux du Commonwealth de 2022, regardez ce que l'on a vu arriver pour la cérémonie d'ouverture. Rien moins qu'une espèce de taureau cornu très inquiétant, censé être en fait le veau d'or. Regardez bien ces images assez ahurissantes, parce qu'en fait on a retrouvé pratiquement le même emblème de ce veau d'or ou de ce taureau cornu dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Je vais en parler dans un instant. Là aussi, pourquoi est-ce qu'on a ça? Pourquoi est-ce qu'on inflige à des centaines de millions d'habitants sur la planète, en l'espèce dans les pays du Commonwealth, pourquoi est-ce qu'on inflige ces images malaisantes qui peuvent faire peur aux enfants, qui n'ont aucune explication et aucune justification a priori du spectacle auquel on va assister. On continue. On arrive au Grammy Awards, c'est-à-dire cette cérémonie qui se tient aux États-Unis, qui sont des récompenses données à des chanteurs. À l'origine, c'était les Gramophone Awards. Et puis après, avec la disparition des gramophones, ça s'appelle Grammy Awards. Et où donc les chanteurs du monde entier, mais plutôt de la sphère occidentale, bien sûr, sont récompensés. Et donc en 2023, nous avons eu un spectacle avec Sam Smith et Kim Petras qui ont fait, à la surprise générale, une apparition pendant la remise des Grammy Awards qui était justement avec des références satanistes évidentes, ce qui a d'ailleurs défrayé
la chronique du Petit Landerneau. Les gens se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? De quoi s'agit-il? Et puis on avance et on arrive à notre époque. Le concours de l'Eurovision, maintenant, est devenu un spectacle absolument ahurissant depuis plusieurs années. Ça avait commencé il y a quelques années avec Conchita Wurst, qui était la chanteuse autrichienne, qui était un travesti barbu, et donc qui avait fait un scandale quand même assez large. Évidemment, on était prié de ne surtout pas s'offusquer de la chose, ni même demander des comptes. Enfin, c'était quoi l'objectif de voir qu'il y a un travesti barbu? C'est quoi l'objectif? Bon, en tout cas, qui a eu le prix de l'Eurovision. Et on a l'impression que depuis là, mais c'est un filon qui ne fait que se développer, puisque à l'Eurovision 2024, vous avez la chanteuse qui représentait l'Irlande, Barbie Tugg, enfin je sais pas comment, Barbie Tugg, j'espère que je prononce bien, qui a fait une représentation. Regardez les images. C'était carrément déguisé dans le diable, cornu, en Belzébuth ou en Satan. Alors, tout ceci était il y a quelques mois, et puis il y a quelques jours, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, où alors là, on a eu un déluge de représentations qui s'inscrivent justement dans toute une iconographie que l'on peut qualifier globalement de satanique et blasphématoire. Voilà. Alors, par exemple, la référence à l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Certes, c'était joli, le passage était beau, mais enfin, pourquoi avoir un cavalier qui court sur la scène? Donc il y a quelque chose de fantomatique et d'inquiétant qui ne peut pas ne pas faire penser à ceux qui connaissent les Écritures saintes, aux cavaliers de l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Après, ce personnage arrive, d'un seul coup, des ailes lui poussent derrière, donc vous avez des saisies d'écran, des vues qui avaient été filmées. On ne peut pas ne pas penser, du moins pour ceux qui ont des références intellectuelles et bibliques, on ne peut pas ne pas penser à Azraël, c'est-à-dire l'ange de la mort. Il arrive dans une scène où l'on voit, là même où va être dressé le drapeau olympique, on voit un taureau avec des cornes qui est censé être le veau d'or juste à côté. On voit ensuite que les gens qui mettent le drapeau le même montent à l'envers, ce qui est absolument incroyable pour une cérémonie de cette nature. Il est impensable que ceux qui ont dressé le drapeau olympique l'aient fait inconsciemment, par erreur, en le mettant à l'envers. À mon avis, ça ne peut être. C'est une épreuve qui a dû être répétée 50 fois, donc c'est volontaire. Ou alors, c'est d'une incompétence absolument crasse. Et puis, ça n'est pas tout. On a vu donc toute une série de tableaux assez blasphématoires, et en particulier celui qui a fait le plus scandale. Je ne parle pas de Marie-Antoinette décapitée, parlant avec la tête décapitée, qui parle, ce qui est pour le moins d'un extraordinaire mauvais goût pour présenter la conciergerie devant les téléspectateurs. Et puis on parle quand même de toute une période de l'histoire de France sur lesquelles il y a beaucoup à dire. Et le procès de Marie-Antoinette, quand on le regarde dans le détail, n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire à mettre en avant. Mais ça a culminé, évidemment, avec la scène C-E, accent grave N-E, la scène du Christ qui a été métamorphosée en une scène avec des transgenres et des travestis qui représentaient cette scène, donc quelque chose d'extraordinairement blasphématoire. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est dans ces événements, c'est que les gens qui ont fait ça, sur lesquels je vais revenir, la première chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi. Enfin, qui? Pourquoi ont-ils fait ça? Qui leur a donné l'ordre de faire ça? Enfin, je n'arrive pas à croire un instant, ou alors c'est grave. Ça voudrait dire que Macron est complètement à côté de la plaque, et tout le gouvernement aussi. Je n'arrive pas à croire un instant qu'une cérémonie qui a coûté, dit-on, 300 millions d'euros, peut-être davantage, c'est des sommes énormes. C'est ce qui manque à la France chaque année pour réparer ses routes et tous ses ouvrages d'art. 300 ou 400 millions d'euros qui ont été engloutis dans cette cérémonie.
Alors, il y a une polémique de savoir qui a payé. Certains disent c'est les contribuables, d'autres disent non, ce sont des sponsors. Moi, je ne suis pas du tout certain que ce soit des sponsors qui aient tout payé. Je sais qu'il y a des sponsors, des parrains pour parler en termes français, des gens qui ont parrainé, notamment LVMH qui triomphe dans cette opération où ce sont des publicités permanentes à la gloire de LVMH avec notamment les grandes malles Louis Vuitton, etc. Mais est-ce qu'ils ont réglé toute la facture? Je n'en sais rien. En tout cas, ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Et normalement, l'ensemble des Jeux Olympiques, ce serait bien le diable, si j'ose dire, d'arriver à équilibrer en règle générale. Ça laisse des ardoises considérables. Et c'est qui? C'est évidemment le contribuable qui finit par régler l'affaire. Donc la première chose à savoir, c'est déjà combien ça a coûté. Deuxièmement, c'est qui est-ce qui a fixé le thème. Parce que quand même, il s'agit d'une cérémonie qui n'est pas destinée à un public franco-français. C'est pas le jeu d'Interville de Guy Lux dans les années 60. Non. Il s'agit de quelque chose qui a été fait pour la télévision. Et je dis bien pour la télévision. D'ailleurs, un certain nombre de personnes qui ont payé au prix fort, je crois que c'était quelque chose comme 2300 € le prix ou 2600 € le prix de la place. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints parce qu'en fait, ils voyaient pas grand-chose, il pleuvait, ils n'étaient pas bien protégés de la pluie, puis surtout, ils voyaient rien parce que tout le spectacle avait été conçu pour la télévision et pour être relayé dans le monde entier. On a estimé, j'ai vu différentes estimations, entre 1,5 milliard et 2 milliards de personnes qui ont regardé cette cérémonie. Donc normalement, un président de la République normalement constitué et un gouvernement normalement intelligent devrait se dire attention, c'est une cérémonie. Tout le monde le sait d'ailleurs. C'est comme la Coupe du Monde de foot, la finale de la Coupe du Monde de foot. On sait qu'il y a plusieurs milliards de terriens qui sont derrière leur téléviseur. Ben là, c'est pareil. Normalement, on aurait dû se dire il va y avoir des milliards de gens qui vont regarder ça. Paraît-il entre 1,5 milliard et 2 milliards de personnes. Quelle est l'image que nous allons véhiculer de la France auprès de tous ces publics? Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui est-ce qui a décidé de faire tout ceci? Et qui est-ce qui a décidé notamment de reprendre cette thématique qui date d'au moins 2012, donc déjà depuis 12 ans, on se ramasse, à chaque fois qu'il y a des grandes cérémonies internationales, on se ramasse des symboles sataniques, alors que enfin, je sais pas, moi j'ai rien demandé, je pense que 90% des personnes qui me regardent, 98% des personnes qui me regardent sont comme moi, sont éberluées en découvrant ça. Voilà. Et donc j'aimerais savoir, et notez bien que ça n'est évidemment que dans la sphère occidentale. Lorsqu'il y a eu l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, il n'y a pas eu du tout ça, bien entendu. Donc c'est vraiment réservé au monde occidental sous domination américaine. Précisons-le bien. Et donc, c'était quand même assez évident que ça allait créer un scandale planétaire. Voilà. C'est-à-dire que je ne dis pas, je suis très précis, je ne dis pas que toute la cérémonie était atroce. Il y a eu, c'est presque ça qui est le plus vicieux d'ailleurs, c'est qu'il y a eu des tableaux magnifiques. Il y a eu, je l'ai écrit le soir même, des choses extrêmement réussies, comme par exemple le défilé des délégations sur la Seine, ça avait un certain coup d'œil. Les vues de drones au-dessus de Paris, c'était très joli au coucher du soleil. L'idée d'éclairer les monuments le long de la Seine, c'était très bien. Le fait d'avoir eu même Lady Gaga chantant Zizi Jeanmaire et puis les références au Moulin Rouge et au French Cancan, pourquoi pas, c'était sympathique. La chanson de Céline Dion reprenant Édith Piaf, l'hymne à l'amour, était absolument bouleversante. C'était très cher payé, mais enfin c'était quand même extrêmement bouleversant. La Marseillaise chantée, je crois, depuis le haut du Grand Palais était magnifique. Donc il y a eu vraiment des moments qui étaient, et puis c'était très rythmé, des moments qui étaient vraiment très bien. Mais tout ceci a été truffé tout au long de la soirée par des allusions qui, elles, alors là, choquaient la conscience de centaines de millions de personnes. Puisque ça a été perçu comme ça, il y a des centaines de millions de personnes qui ont perçu ces images pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire extraordinairement blasphématoires contre la religion chrétienne et par ailleurs extrêmement malaisantes, avec une espèce de référence permanente au diable, et puis accessoirement une espèce de promotion lourde, pénible en fait, de tout ce qui est transgenre, transidentité,
au point que ça effaçait d'ailleurs tout le reste. On pourrait gloser sur certaines allusions, j'en ai parlé tout à l'heure avec la tête de Marie-Antoinette décapitée, qui n'était pas extraordinaire. Il y avait aussi une volonté permanente d'essayer de ridiculiser un petit peu l'histoire de France. Lorsqu'on voyait dans la scène des espèces de portraits pastiches d'Ancien Régime, c'était pas très glorieux. Lorsqu'à un moment on voit une bourrée auvergnate se produire au milieu de transgenres et sur une musique électro, la seule conséquence que l'on en tire, c'est que la bourrée auvergnate devient ridicule. C'est-à-dire que, loin de promouvoir l'identité de la France, l'identité des terroirs, les différentes régions, pas du tout. C'était plutôt pour se payer leur tête. Voilà. D'ailleurs, au cours de cette cérémonie, il n'y a pratiquement rien eu sur les provinces de France. Je vois qu'il y a des gens style Xavier Bertrand qui passent leur temps à parler il faut promouvoir les territoires, c'est le discours officiel de promotion des territoires. C'était le moment. Ça aurait été le moment d'avoir un tableau avec le Mont-Saint-Michel, un autre avec la Côte d'Azur, un troisième avec le Périgord, un quatrième avec l'Alsace, un cinquième avec les Alpes et le Mont-Blanc, etc., etc. On aurait pu avoir 12 tableaux qui auraient représenté 12 provinces de France, y compris d'ailleurs l'outre-mer qui n'a été représenté que par la vague de Teapuo là, à l'île de Tahiti. Mais pour le reste, on n'en a pas parlé. Bon. Mais au lieu de ça, on a eu un discours de dérision, en fait, sur la France, et de ramener la France comme si la France était une espèce de gigantesque cabaret, comme chez Michou, voilà, comme si c'était ça la France. Alors, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui a donné cette instruction? Qui est-ce qui a supervisé? Qui est-ce qui a choisi le metteur en scène principal, M. Thomas Joly? Dont je ne dis pas qu'il est sans talent, puisqu'au contraire, il y a des choses très talentueuses qui ont été faites par ailleurs. Mais qui est-ce qui a donné son accord à ce qu'il y ait des scènes aussi scandaleuses que celles qui ont été présentées? Comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui se soient livrées pendant cette cérémonie à des actes? Ça a été très remarqué d'ailleurs au moment de la scène inspirée de Léonard de Vinci. Regardez ce passage qui est devenu maintenant un passage célèbre où l'on voit l'un des participants qui fait mine de se trancher la gorge. Le tout d'ailleurs devant un enfant, lequel enfant donne l'impression de se trancher la gorge à son tour. Alors ça fait évidemment jaser sur Internet, et ça fait jaser dans le monde entier. Sur Internet, certains font remarquer que ce geste serait, paraît-il, mais je ne sais pas, je ne suis pas franc-maçon, mais ce serait un geste typique de la franc-maçonnerie pour imposer le silence. Moi, je ne sais pas. Ce que j'aimerais, c'est que les Français, on leur impose un spectacle comme à 2 milliards d'habitants. J'aimerais qu'on nous explique. Ça, c'était pourquoi est-ce qu'il y a un acteur qui a fait ce geste très marqué. Voilà. C'est pourquoi. C'est quoi le sens, en fait? Bon. Alors, le scandale est devenu tellement planétaire, puisqu'il y a eu des protestations émanant de partout. De partout. Toutes les églises catholiques du Moyen-Orient, l'église chaldéenne, l'église assyrienne, l'église copte d'Égypte, l'église orthodoxe, les églises aux États-Unis, dans le monde entier, les premiers concernés, c'est les chrétiens, ont vivement protesté. À une seule exception près qui fait scandale, en fait. Le pape ne dit rien. Et en France même, on a eu une réaction des évêques de France extraordinairement complaisante et assourdie, en regrettant que si, que ça. Non. Comparez le texte, qui est un robinet d'eau tiède des évêques de France, avec la réaction des chrétiens dans le monde entier, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes ou autres. Ça a été une levée de bouclier dans le monde entier. D'ailleurs, je note aussi une réaction absolument ahurissante du nouveau cardinal corse, qui trouve ça formidable. C'est incroyable, en fait. C'est tellement incroyable on voit que le monde musulman a vivement réagi et qu'on a assisté à ce spectacle incroyable de voir le monde musulman monter au créneau pour défendre davantage le caractère sacré de la scène et de Jésus-Christ que l'Église catholique. Enfin, c'est incroyable, en fait. Il faut se pincer pour le croire. C'est-à-dire que nous avons eu, par exemple, la grande université Al-Azhar, qui se trouve au Caire, qui est l'une des principales autorités dans le monde musulman sunnite, a
conjointement avec l'église copte d'Égypte, a vivement protesté sur cette affaire. Vivement. D'ailleurs, j'ai pas entendu monsieur Jean Messia, qui d'habitude est un gueulard qui manifeste tout le temps et qui crée qui ouvre des cagnottes pour protester. J'ai pas beaucoup entendu qu'il ait réagi. Et j'aimerais savoir ce qu'il pense de la déclaration commune de l'église copte d'Égypte et de l'université Al-Azhar pour s'indigner de cette cérémonie sur laquelle, d'ailleurs, je n'ai pas entendu. D'ailleurs, je n'ai pas entendu non plus le Rassemblement national au grand complet. C'est assez bizarre. Et monsieur Zemmour non plus. Je ne sais pas c'est assez curieux. Et voilà. Il y a madame Maréchal qui a protesté, mais elle a protesté d'une façon quand même qui la touchait personnellement. Moi, je vois ça d'une façon... Je prends le problème au-dessus. Je dis comment ça se fait que cette affaire ait pu se produire. Je vois qu'il y a eu les 25 plus grandes autorités morales du monde musulman qui ont fait des déclarations conjointes pour s'indigner de ce blasphème contre la personne de Jésus-Christ, puisque je rappelle que pour les musulmans, Jésus-Christ n'est pas mi-homme, mi-dieu comme pour les chrétiens, mais que c'est un homme, mais que pour les musulmans, c'est quand même un prophète, l'avant-dernier des prophètes avant le prophète de l'islam, et qui donc est extrêmement vénéré dans le monde musulman. C'est pour ça que le monde musulman a été aussi interloqué et scandalisé par ces scènes que le monde chrétien, etc. On a vu d'ailleurs des choses absolument incroyables. Je crois savoir que en Iran, l'ambassadeur de France a été convoqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président turc Erdogan a dit qu'il s'était scandalisé, a dit qu'il allait appeler le pape pour, d'une certaine façon, le forcer à réagir. Enfin, c'est incroyable. Quand on pense que le président turc est le lointain descendant, si l'on peut dire, des Ottomans qui ont détruit Constantinople, la deuxième Rome, qui ont mis fin à l'Empire byzantin, et qui normalement, le monde ottoman était l'ennemi juré de l'Europe. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, notamment la bataille de Lépante de 1571, où seul le roi de France, François Ier, s'était désolidarisé des pays d'Europe et avait au contraire fait une alliance avec Soliman le Magnifique. Il est quand même incroyable que désormais le président turc soit obligé quasiment de rappeler le pape à son devoir, qui est quand même de condamner ce truc. Enfin, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Alors, ces réactions, j'ai oublié de citer le vice-premier ministre slovaque, parmi d'autres, qui a décidé de ne pas assister à la cérémonie de clôture et à boycotter les Jeux Olympiques. Je n'ai pas cité non plus Donald Trump, peut-être le prochain président des États-Unis, qui a dit que ces Jeux, que cette cérémonie d'ouverture était une honte, etc., etc., etc. Alors face à ça, comment on réagit ? Ça a pris une telle ampleur, cette affaire, que on a eu dans un premier temps des rigolades, dans un deuxième temps de moins en moins de rigolades. Parce que ce qui se cache derrière, c'est l'image de la France, c'est le rayonnement diplomatique, géopolitique de la France, de son influence dans le monde qui est directement attaquée. Il faut voir que cette affaire bouleverse la conviction de centaines de millions de personnes dans le monde. Et ça a fait un tel scandale que d'un seul coup, les auteurs de ça ont jugé bon de faire machine arrière et ils ont menti. En plus de ça, ce sont des hypocrites frères de Satan, hein, dit-on, dans le Coran, je crois. En plus de ça, ils ont dit mais pas du tout, ça n'était pas la scène de Léonard de Vinci, c'était un tableau d'un flamand Fangel qui s'appelle le festin de Bacchus. Alors c'est un mensonge éhonté puisque plusieurs des participants à ce spectacle avaient dit entre-temps qu'effectivement c'était bien de la scène de Léonard de Vinci qu'il s'agissait. Mais d'ailleurs, il suffit de regarder la comparaison. Regardez cette comparaison où on voit en haut la scène telle qu'elle a été organisée pour la cérémonie des Jeux Olympiques, et juste en dessous, on a la scène, la fresque, qui malheureusement est assez endommagée, que l'on voit à Milan, que je suis allé voir, je vous conseille d'aller le voir, même si effectivement c'est quand même très endommagé, c'est une fresque. Léonard de Vinci aimait à utiliser des techniques novatrices, et certaines n'étaient pas toujours à la hauteur. Donc cette scène n'est pas en très bon état de conservation, mais quand même, on voit ce qui est en jeu. Vous voyez bien qu'il s'agit de la même disposition, sur une même table, avec des gens disposés de la même façon, avec des scènes, d'ailleurs, tous les personnages ne se regardent pas, avec derrière
trois baies qui sont trois baies dans le tableau dans la fresque de Léonard de Vinci. Là aussi, on retrouve des baies qui donnent sur l'extérieur. Alors, c'est d'ailleurs assez naturel finalement que ce soit un pastiche, parce que la scène de Léonard de Vinci a été plagiée un nombre de fois incalculable. C'est vraiment un des grands tableaux. C'est comme la Joconde de Léonard. Ça fait partie de ces tableaux qui ont donné à l'inspiration tout au long des siècles suivants, qui ont inspiré des gens. Je pense notamment, par exemple, à la scène de Léonard de Vinci, revue et corrigée par Salvador Dali au XXe siècle. Voilà. Donc c'est quelque chose de très connu et de très plagié. Et d'un seul coup, on nous a sorti un narratif avec un article très méprisant de M. Dagen dans Le Monde en disant la hiérarchie catholique s'est trompée. On a vu fleurir une espèce de contre-narratif, une espèce de contre-feu en disant que les gens étaient vraiment manquaient d'érudition, que c'était absolument pas la scène de Léonard de Vinci, mais que c'était un tableau en fait assez inconnu, il faut bien le dire, le banquet de Bacchus, qui est détenu au musée des Beaux-Arts de Dijon, d'un peintre néerlandais du XVIIe siècle qui s'appelle Van Bilgert. Bon, qui est un joli tableau d'ailleurs, mais enfin, bon, c'est pas quelque chose qui est extraordinairement connu. Mais surtout, quand on va voir le tableau en question, où il y a en effet quelques points communs, regardez ce tableau et comparez, on voit que c'est quand même très différent de ce qui a été présenté aux Français, même si effectivement on nous a mis ensuite Monsieur Philippe Catherine comme Bacchus quasiment nu et en peint en bleu devant. Mais surtout quand on va regarder comment est décrit ce tableau de Van Bilgert, c'est même écrit dans le musée, sur le cartel du musée. C'est écrit dans la présentation faite par le musée. Ce tableau, justement, était un tableau de représentation de la scène de Léonard de Vinci, justement. Et donc c'était au XVIIe siècle. Le peintre avait repris ça, en avait fait un pastiche pour, en fait, se moquer de la scène, mais pour échapper à la censure des Pays-Bas. Donc en fait, cet argument de renvoyer à ce tableau, en fait, se retourne comme un boomerang contre ceux qui l'ont utilisé, puisque dans tous les cas, il s'agit bien de la scène de Léonard de Vinci et de la scène du Christ. Voilà. Et puis bon, avec la personne, l'héroïne qui prend la place du Christ avec une auréole, etc. C'est bon. Il faut arrêter de se moquer du monde. Donc, on a vu des contre-narratifs apparaître pour mentir, en fait. C'est-à-dire que tout donne à penser que ceux qui ont fait ça n'ont compris qu'a posteriori le scandale qu'ils allaient créer, ou ont fait semblant de regretter. C'est comme par exemple le veau d'or que l'on voit à côté de l'endroit où on dresse le drapeau olympique. Certains ont dit mais non, mais c'est une statue qui date de la construction du Trocadéro dans les années 30. Ça n'a rien à voir. Non, attendez, ça n'a rien à voir. Excusez. Bon, ici si par exemple il n'y avait pas d'autre lieu pour placer le drapeau olympique, ils auraient pu le placer là où ils ont mis le drapeau français, ils auraient pu intervertir d'ailleurs. Mais à ce moment-là, ils pouvaient très bien mettre une palissade en bois pour protéger. D'ailleurs, la palissade justement protégeait tout le reste, sauf cette statue. On imagine par exemple s'il y avait eu un crucifix, je pense qu'il aurait été caché. Donc on a vu apparaître tout un narratif lancé par les grands médias mainstream pour essayer de calmer le jeu devant l'incendie qu'ils ont soulevé. On aurait pu d'ailleurs aussi au passage faire remarquer que si c'était une fête festive avec des dieux, etc., on aurait pu imaginer aussi d'avoir, je ne sais pas, des références à certaines divinités, comment dirais-je, paléo-chrétiennes, ou avant même l'arrivée de la chrétienté en France, c'est-à-dire du temps des Celtes ou des Gaulois. On aurait pu l'imaginer. Non, pas du tout. Ça s'est centralisé là-dessus. Alors, le spectacle tel qu'il a été organisé n'a pas été organisé comme ça. C'est pas un happening. C'est-à-dire qu'il y a eu un scénario. Ça a été très scénarisé. Avec un synopsis, comme on dit. C'est-à-dire toutes les scènes les unes après les autres. Avec le recrutement d'acteurs qui a établi, lu et relu le scénario et le synopsis, qui a recruté les acteurs. À quel moment la puissance publique a-t-elle été contactée ? Que ce soit la mairie de Paris, ou que ce soit beaucoup plus probablement, d'une part, le ministère de la Culture, d'autre part, le ministère de la Jeunesse et des Sports, Madame Oudéa Castéra pour le second cas, et Madame Rachida Dati dans le premier cas. Et puis, est-ce que le Premier ministre a été contacté ? Et puis l'Élysée.
Enfin, je veux dire, quand on a un président de la République qui en est à faire quasiment à se faire filmer par des blogueurs qui font des galipettes dans le jardin de l'Élysée ou des choses comme ça, quand on en est là, le temps passé par M. Macron aurait été évidemment beaucoup plus justifié qu'il se penche et qu'il regarde de très près l'organisation de toute cette opération qui allait avoir et qui a un impact colossal sur l'image du pays, sur l'image de la France. Voilà. De la même façon, il paraît qu'il y a M. Patrick Boucheron, qui est professeur au Collège de France, qui aurait participé à ça. Alors, M. Boucheron est un spécialiste de la déconstruction du roman national. Donc, bon, ça va bien. Tout le monde a compris que tout ça est absolument prémédité. Il y a une volonté derrière, d'une toute petite camarilla, de saloper l'image de la France. Voilà. Quand je vois d'ailleurs la façon dont tout ceci est présenté dans la presse style des Libération ou la presse homosexuelle têtue, il y a une volonté qui est derrière tout ça. Un mot d'ailleurs sur la question homosexuelle. Parce que ce serait un grand tort que de croire que ce genre de spectacle est approuvé par les Français en général, les homosexuels en particulier. C'est donner de l'image de l'homosexualité quelque chose qui fait horreur à beaucoup d'homosexuels. C'est-à-dire qu'on a une espèce de présentation lourde, outrancière. Énormément de Français ne se reconnaissent absolument pas là-dedans, qu'ils soient ou non homosexuels ou hétérosexuels. Donc au bout du compte, c'est quoi? C'est de semer la zizanie. De mettre, selon une expression maintenant à la mode, de mettre une cible dans le dos. Enfin, moi j'aimerais savoir, il paraît, alors on nous a sorti évidemment un sondage, 85% des Français sont absolument ravis de cette cérémonie, j'y crois absolument pas. C'est comme les mêmes sondages qui donnaient M. Zemmour à 45% au deuxième tour à la présidentielle. Tout ça, ça a été commandité pour essayer de calmer le jeu, pour essayer qu'il n'y ait pas de débat. Or, je suis désolé, il doit y avoir un débat. Il doit y avoir un débat, et que l'on ne dise pas que mon propos est un propos homophobe, par exemple, pas du tout. C'est un propos qui tient à l'essence même de l'histoire de France, auquel d'ailleurs un certain nombre, beaucoup d'homosexuels sont concernés comme tous les Français. D'ailleurs, à ce propos, je pense que pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais d'émission en France, s'il s'agissait de parler d'homosexualité, qui promeuvent au contraire des visions positives, les grands génies homosexuels de l'histoire, hein, que ce soit Alexandre le Grand, Cervantes, Shakespeare, Léonard de Vinci justement, Michel-Ange, pourquoi est-ce qu'on ne présente pas ça aux jeunes générations? Pourquoi est-ce que forcément on présente de l'image de l'homosexualité une image de dépravation générale? D'ailleurs, s'agissant des transgenres, tout le monde sait que c'est quelque chose qu'il faut respecter parce que c'est une souffrance pour beaucoup de personnes qui sont heureusement extrêmement peu nombreuses. C'est pas du tout le nombre qu'on a l'impression qu'en France, à croire cette émission, on aurait l'impression qu'il y a 80% des Français qui seraient des transgenres. Faut quand même pas non plus exagérer. Mais cette souffrance qui doit être respectée, pourquoi en faire une espèce de promotion générale? Tout ceci met très mal à l'aise les Français. Tout ceci, moi je vois des réactions, il y a des gens dans mon entourage, etc., des gens qui disent « oui, mais bon, on peut rien dire ». Mais d'où est-ce que ça vient qu'on peut rien dire? Je voudrais conclure d'ailleurs cette affaire en parlant de ce qui est sous-jacent. C'est que des gens ont dit « mais non, vous n'avez pas le droit de vous offusquer de ça parce que la France, c'est le pays du blasphème, il y a le droit au blasphème. » Alors là, je voudrais revenir sur ce sujet sur lequel j'avais déjà marqué ma différence au moment de l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo. Parce que la France est un pays de liberté où, effectivement, quelqu'un peut blasphémer sans être poursuivi en justice. Voilà. C'est-à-dire que en privé, vous pouvez dire, je sais pas, nom de Dieu, ou bien tenir des propos obscènes ou scatologiques sur, je sais pas, la religion chrétienne ou sur la religion musulmane, etc. Même si quelqu'un va vous dénoncer, vous ne pourrez pas être poursuivi parce que les gens ont la possibilité de blasphémer. Ça, c'est une chose. Un écrivain, voilà, ou dans une pièce de théâtre, peut ici ou là donner un peu quelque chose qui est à la limite du blasphème. Rappelez-vous
lorsque Molière a écrit le Tartuffe, il y a un certain nombre de Tartuffes, justement, et de partis hypocrites, en fait, qui ont essayé d'intenter de qualifier l'œuvre très rigolote, en fait, et très profonde de Molière de blasphématoire. Bon. Ça, c'est évident que la France doit protéger ça. Mais à notre époque, c'est plus de ça qu'il s'agit. On n'en est plus à un droit individuel ou d'un écrivain ici ou là, au détour d'une pièce de théâtre ou au détour d'une satire de comédie, de faire une petite remarque blasphématoire. On en est maintenant à quelque chose de tout à fait différent. C'est une espèce de devoir de blasphème encouragé et financé par l'État. Alors ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que là, il s'agit maintenant d'une opération politique. Et elle est d'autant plus politique et d'autant plus scandaleuse qu'elle vise toujours les mêmes, en fait. C'est-à-dire la religion catholique et la religion chrétienne. Elle a pu viser également l'islam. Il y a eu des caricatures dans Charlie Hebdo qui étaient objectivement scandaleuses. Voilà. Il faut que les Français soient consultés pour savoir quel est leur degré d'acceptation de ce genre de choses. Autant je suis d'accord pour qu'il y ait une espèce de droit au blasphème individuel, que les gens puissent, ou un écrivain, encore une fois, etc., puissent faire ça, autant une politique systématique, promue internationalement pour viser une religion en particulier, me paraît quelque chose d'absolument, contestable et nuisible à la paix civile. Parce qu'au bout du compte, ce qui ressort de cette cérémonie, c'est quand même une attaque en règle contre des centaines de millions de chrétiens. Mais ils ont fait quoi pour mériter ça, en fait? D'autant plus que, comme je le disais au début, les Jeux Olympiques, ça doit être justement des Jeux inclusifs, nous avait dit Macron. Mais ils n'ont pas été inclusifs, ça a été les Jeux les plus exclusifs de l'histoire. On a été priés, tous les chrétiens et les musulmans qui ont du respect et qui vénèrent le Christ. Ça fait quand même du monde, ça fait quand même plus de 2 milliards d'habitants sur Terre. Et ces gens ont été priés de la boucler et d'accepter qu'on leur présente quelque chose d'extrêmement attentatoire à leur religion. Voilà. Eh ben moi, je trouve que c'est pas bien. C'est d'autant moins bien que la France est un pays où nous avons des chrétiens, des musulmans, etc., et que chacun doit être respecté. En fait, cette cérémonie ne respectait pas des milliards de personnes. Voilà. J'aimerais d'ailleurs savoir, au passage, il y a des religions qui sont assez épargnées. Je n'ai jamais vu beaucoup d'attaques contre l'hindouisme ou contre le judaïsme. Moi, j'aimerais savoir ce que diraient nos compatriotes de confession juive si on voyait une espèce de film, Moïse avec les tables de la loi, comme ce formidable film de Cécile B2000 qui s'appelle Les 10 Commandements, que personnellement, c'est un des grands films qui a bercé mon enfance. Ben, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on dirait si on voyait Moïse qui était travesti avec une paire de seins et des talons aiguilles et une perruque et du rouge à lèvres? Enfin, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas envie de voir ça. Et je pense que beaucoup de citoyens français de confession juive n'ont pas envie non plus de le voir. Donc mon propos, c'est un propos qui ne se limite pas seulement au christianisme. C'est un propos général, c'est un propos de vivre ensemble. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée asymptotique du, paraît-il, droit au blasphème. Non. D'abord et avant tout, les gens, ils ont avant toute chose, et les gens, on doit avoir un devoir de respecter autrui. Voilà ce dont il s'agit. Je terminerai cette vidéo en expliquant que pour ce qui me concerne, j'ai demandé, j'attends de voir, j'estime qu'il devrait y avoir une commission parlementaire, une mission d'études parlementaires, qui auditionne tous les tenants et toutes les personnes qui ont été présentes à cette affaire, qui n'a pas fini de faire des vagues, hein, parce que l'image de la France est durablement entachée, que les Français soient tenus informés de toute la symbolique qui a eu lieu, du pourquoi, du comment, pourquoi cette symbolique, qui est-ce qui a décidé d'infliger ça au peuple français et à tous les peuples du monde, voilà, et qu'ensuite on en tire les conclusions nécessaires. Par exemple, je serais favorable à ce qu'une loi interdise pour les grandes commémorations nationales et internationales d'avoir des attaques contre des gens en fonction de la couleur de leur peau, bien entendu, de leur sexe, de leur genre, mais aussi de leur religion. Et qu'il n'y ait pas, que ceci ne se transforme pas en une espèce d'inverse malin, c'est-à-dire la promotion
lourde et exagérée, justement, de tel ou tel groupe à l'intérieur de telle ou telle communauté à l'intérieur de la communauté nationale. Voilà mon point de vue sur cette affaire de satanisme. Il est grand temps, à mon avis, il est grand temps que les dirigeants français et du monde occidental prennent la mesure de tout ça. Parce que si rien n'est fait, si comme à l'accoutumée, tout est fait pour mettre ça sous le tapis en attendant le prochain Eurovision, etc., ou les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles, je pense que la situation ne va faire qu'empirer. Enfin, après ce qu'on a vu là, je ne sais pas quel va être le prochain chapitre de cette dérive du monde occidental qui est perçue dans le monde entier, comme une espèce de fin, de décadence finale de la civilisation occidentale. Eh bien ça, si vous me le permettez, je pense qu'il est de notre devoir collectif, en tant que France, responsable de la liberté, responsable de la fraternité entre les peuples, eh bien, de mettre le haut là et de dire que ça suffit comme ça, nous ne voulons plus avoir ce genre de spectacle, et vive la France.